Le conquérant. Allô? Oui, le conquérant. Bon, d'accord. Je vais prendre la parole. Il n'y a pas de problème. Vous en avez pour 10 minutes. Je vous remercie Il n'y a, beaucoup de me donner la il y parole. a pas de problème. Alors, il est important parfois de faire le rappel de la souffrance endurée par les Ivoiriens entre 2000 et 2011 pour permettre aux uns et aux autres de tirer des conclusions très nettes. Déjà en octobre 2000, quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. C'est les jours qui ont suivi, ce fut un charnier qui a été découvert à Yopougon, un peu plus de 50 morts. À la suite de ça, il a invalidé encore la candidature du président Ouattara et il y a eu des émeutes, il y a eu plusieurs morts en décembre 2000. Et puis à partir de janvier, on a eu tout type de complot. Et souvenez-vous, pour être un peu plus clair, tous ceux qui étaient ressortissants du Nord en ce moment-là, le thème assaillant, l'appellation assaillant, je ne sais pas si vous vous souvenez, la plupart du temps, nombreux sont ceux qu'on appelait assaillants. Assaillant, on dit assaillant, assaillant. Voilà. Et pour être plus clair, c'était les ressortissants du nord du pays que les gens appelaient comme ça, de façon abusive. Nous sommes restés dans ce climat-là 2001, à partir de 2002, tout le monde sait ce qui s'est passé. Un certain 19 septembre 2002, la situation a dégénéré. Gbagbo, lui, il était parti au Vatican, il pensait que c'était un jeu d'enfant. Quand il est revenu, vous avez vu le discours qu'il a conduit. Et à partir de là, tout était mélangé. Est arrivé ce qui devait arriver. Finalement, vous allez vous rendre compte qu'en ce moment, dans le pays, c'était très, très difficile de circuler quand on était un ressortissant du nord du pays. Et moi-même, je suis un témoin oculaire. Je ne le dis pas parce qu'on m'a raconté et j'ai vécu. L'année 2002, où la crise a éclaté, c'est cette année-là que moi j'ai obtenu mon bac à Bouaké. Et la crise m'a trouvé plus précisément à Abidjan. D'Abidjan, après, j'ai été admis dans une école à Yamoussoukro et il fallait voyager. Vous savez, nous on voyageait du sud, vous venez au nord, du nord, vous venez au sud et on a tout vu. Un jour, je crois que c'était au mois d'octobre, où je voyageais comme ça, arrivé au corridor sud de Yamoussoukro. En ce moment, vous vous mettez tous en rang et puis chacun attrape sa pièce d'identité en main. Vous vous mettez en rang et puis on contrôle. Les gens regardent comme ça. Une fois qu'on voit que tu as un nom en consonance nordique, en même temps, on dit mets-toi de côté. Et en ce moment, jeune étudiant que j'étais, le type, j'arrive, il me dit, bon, mets-toi de côté. Je dis, mais pourquoi je dois me mettre de côté? Moi, je ne suis pas, comme on appelle même quelqu'un d'ordinaire comme ça, je suis un élève, je vais me mettre de côté, pourquoi? Il dit non, bon, qu'il a avancé. Et puis il m'a laissé passer. Ça, c'est quoi? C'est pour rappeler la stigmatisation qui était en cours dans le pays en ce moment. Parce qu'à la réalité, il s'est passé des choses assez incroyables. Et je vous ai dit, nous, on voyageait d'Abidjan à Yamoussoukro jusqu'à pour venir Bouaké, et ensuite pour venir jusqu'à Provo, ainsi de suite. Mais lorsque les gens quittaient, par exemple, en ce moment à 8h à Abidjan, pour vous arrivez au nord ici à minuit, à 24h, 0h, c'est là que vous arrivez. Même il se fut un moment où entre Yamoussoukro et Bouaké, plus précisément en 2003, il y avait plus de 20 barrières, je peux dire. C'est-à-dire quand vous décidez de voyager,
les barrières à franchir, là, il y en avait, ça dépassait 20. Et il y avait un moment, mais il y avait le portail vers Djebonois. Tout ça, là, nous, on a connu cette période. Et en même temps, en ce moment, le scorpion Zamblebi, qui était à Bouaké, il tuait les gens. Vous pouvez vous rendre compte que quand vous arrivez au corridor nord de Yamoussoukro, en ce moment, il y avait des noms, il y avait des listes noires qu'ils avaient dressées. Par exemple, on peut dire comme ça, un nom comme Sila Amara. Un nom comme Sila Amara, par exemple. C'est un nom standard. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a peut-être 2000 ou 3000 personnes en Côte d'Ivoire qui ont le nom. Mais on pouvait écrire Sila Amara sur la liste noire. Vous êtes des passages comme ça, curieusement, on s'en va trouver que c'est Sila Amara. Même sans chercher à savoir, et on pouvait vous enlever pour vous tuer comme ça. Et il y a eu ces cas, il y a eu des abus de ces gens que nous avons vus. Zamblebi, il enlevait les gens, il les tuait, il partait les jeter vers les grandes écoles. Zamblebi, il enlevait les gens, il les tuait, il partait les jeter au cimetière. Parfois, il partait les jeter un peu hors de la ville, vers les Coquenous, vers d'autres villes, en sortant d'Abidjan. En sortant d'Abidjan, il y a des quartiers, ou bien en allant à Saint-Fra. Zamblebi faisait ça, le scorpion. Et il l'a fait de 2002 jusqu'à 2006. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il y ait les accords de Ouaga, avant que la situation soit un peu atténuée. Ce type-là, voilà comment il tuait les gens. Et mon cousin et mon petit-oncle, qui en son temps, ils étaient étudiants à Bouaké. Quand la crise a éclaté, ils étaient restés un peu au village pendant un bon moment. Maintenant, étant restés au village, qu'est-ce qui s'est passé? La réalité, c'est qu'après, on a dit aux étudiants de Bouaké de venir à Abidjan pour faire le cours. Donc, en mai 2003, ils ont décidé de venir à Abidjan. De Kourougo, ils ont décidé de venir à Abidjan. Mais arrivés au corridor, je vous assure que ce jour-là, ils ont été maintenus au corridor pendant une bonne période. Pendant une bonne période. Et ils ont été tabassés à sang. Et il avait été demandé à un corps habillé là-bas de venir les exécuter. Et ce dernier, par coup de grâce après, s'est rétracté, il ne les a pas tués. Sinon, ils avaient prévu tuer mon cousin et mon petit-oncle. Ça, c'est le même corridor où Scorpion enlevait les gens pour aller les exécuter. C'était comme ça que ça s'est passé. Alors, aujourd'hui, si je reviens un peu sur ces faits, c'est pour dire quoi? Gbagbo, il est revenu en Côte d'Ivoire, il dit lui, il s'en fout de tout le monde. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Si c'est le pouvoir qui l'intéresse, nous aussi, nous sommes des guerriers, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous disons ceci, l'amnistie, il n'y en aura pas. Ce qu'ils veulent faire, qu'ils le fassent. Si vous commettez l'erreur de remettre Gbagbo sur la liste électorale, Hubert Oula, il a dit que Gbagbo va être candidat en 2025. Il n'y a pas de problème, Gbagbo va être candidat en 2025, on verra bien ce qui va se passer. Ce que nous demandons, c'est que les militants et toutes les forces vives du RHDP se mettent en ordre de bataille, parce que il vaut mieux faire palabre maintenant pour anéantir ces vampires-là que de remettre la bataille à 2025. Nous voulons que 2025 soit paisible. Vraiment, ce qu'on a vu en 2020, moi, ça ne me convient pas jusqu'à présent. Où on a laissé, ils ont tué des innocents. Où on a laissé, ils ont massacré des pauvres personnes, brûlé les bus. Nous ne voulons plus. Donc maintenant, préparons le match retour. Pour être franc, hein, moi je dis, il est mieux de préparer le match retour. Quand ça va arriver, on va aller à la bataille et on verra bien ce qui va se passer. Dans tous les cas, ils ne peuvent rien contre nous dans ce pays. Il faut que nous soyons suffisamment prêts. Parce que si on s'amuse
à dire que non, il faut laisser faire, ne tombez pas dans la provocation. Ils vont multiplier les actes de violence et puis le jour J, bon, on ne va pas s'en sortir. Moi, je dis où je suis, par exemple, là, je suis déjà prêt. Il faut que le pouvoir et les militants se mettent dans cette logique-là. Le moment est venu là, on va engager les hostilités. Ceux qui doivent mourir, ils vont mourir. Ceux qui sont destinés à vivre là, ils vont vivre et puis on va continuer la construction du pays. Parce que si on s'amuse à laisser Gbagbo, il va encore venir tuer des innocents. On ne pourra pas accepter que ce qu'on a vu en 2020, on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter. Moi, je pense qu'il est plus que grand temps d'être suffisamment prêt. Parce qu'ils sont dans une logique de violence. Vous avez vu tout le tapage médiatique qu'ils ont fait autour du nom de Gbagbo sur la liste électorale. L'idée, ils avaient des gens qui étaient là, qui étaient déjà prêts à semer des troubles, à déstabiliser les pays, qui ont été arrêtés ces temps-ci. Donc nous pensons que vraiment le temps où il faut dire qu'on laisse faire ou bien ne tombons pas dans la provocation, à ce temps-là, il est révolu. Actuellement où nous sommes, il faut que les gens comprennent que l'adversaire, il est à tirasser. Il faut que nous soyons prêts à faire par là pour en finir avec. Parce que ce qui s'est passé entre 2000 et 2011, c'est la même chose que Gbagbo veut faire. Mais s'il veut faire ça, il faut qu'on soit prêt. C'est ce que je voudrais dire pour le moment, le temps que d'autres prennent la parole. Ok. Donc, on va donner la parole à la personne suivante. Du Premier ministre ou du cyclone, celui qui se sent prêt, peut déjà commencer et la personne en a pour 10 minutes. Ok, si le Premier ministre n'est pas là, moi je vais prendre la parole. Il n'y a pas de problème. Éclairage, je vous dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à tous les intervenants, bravo à tout le monde. Et nous sommes fiers de vous, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Éclairage, en toute sincérité, tout ce qui se tourne autour du nom de Gbagbo, Gbagbo va être candidat, il va blanchir son nom, Bon, on a entendu beaucoup de choses. Mais pour nous, la population éclairée, pour nous, la population qui voit la Côte d'Ivoire actuelle, pour nous, la population qui voit le gouvernement qui est en train de travailler pour tout le monde, sans différence de partis, sans différence d'ethnie, sans différence de religieux, il n'y a rien du tout. Mes chers parents ivoiriens, tous les habitants de Côte d'Ivoire, la vérité là, on fait que répéter, l'histoire là, c'est récent et ça s'est passé devant nous tous. Vous êtes au courant, vous avez entendu parler et ça est sur les têtes partout. Et tout le monde est conscient. On a passé un moment, vraiment, aucun pays au monde qui peut souhaiter à son pays. Il n'y a aucun Africain ou habitant de ce monde qui peut souhaiter malin à son pays à part les corps radicaux, les groupes de Gbagbo et qu'est-ce que Bédier et les suivants. Mais on sait dans quoi ils sont. Chers parents, tout ce que nous on demande, ils sont en train de tourner, ils sont en train de se mentir eux-mêmes, ils sont en train de se encourager. Ça, c'est leur problème. Mais nous, nos problèmes là, nous, on a des parents qui ont été assassinés dans les charniers. On a des biens qui ont été détruits dans ce pays, en Côte d'Ivoire. Et là, il y a une partie du pays qui a été stigmatisée et ciblée. C'était le Nord. Nous, on sait, ça s'est passé devant nous. Dans ça, on a vu ce qu'on ne devait pas voir. Mais on dit Dieu merci. Tout ce qu'ils avaient mis en place, empobiler les gens, mentir les gens, mentir aux gens, et salir président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Chers parents, la vérité là, ça a triomphé, non? Oui, ça a triomphé. Mais nos parents qui sont morts là, c'est qu'un voulait nous cacher. Dieu merci, tous les Ivoiriens, on voit. On sait que le président, c'est lui parmi les trois là. Il est le seul Ivoirien parmi eux. Ça, c'est la vérité. Je ne dis pas ça parce qu'il est au sol.
J'ai dit ça parce qu'il l'a prouvé. Mais les autres, ils ont prouvé quoi? Rien du tout. C'est qu'ils ont prouvé. C'est les propos xénophobes. C'est les charnés. Et cibler les gens, les tuer. Et ne rien donner au pays, aller prendre les déchets, venir verser sur nous. Cela ne fait pas un homme ivoirien. Non seulement le président, il a prouvé avec les preuves, les documents, il a prouvé, et il est en train de donner, il fait tout pour nous, et pour vous, et pour nos enfants. Après avoir traversé tout ça, voilà nous encore. Et quand le pays est bien géré, il y a beaucoup qui est en train de faire. Le président fait tout pour nous envoyer tout à manger et sécuriser nos vies. Voilà, ce sont ces bourriers-là qui viennent. Ils sont sur les réseaux sociaux partout. Ils sont en train de dire ce qu'ils n'ont jamais été, ce qu'ils peuvent. Et même les villes, même c'est-à-dire entre les autres. C'est la vie de qui peut venir en l'ordre. Chers parents, chers jeunes, qui? Personne. Donc, pour eux, on comprend. Mais une seule chose est sûre, ça c'est clair et net. Et on va répéter, à chaque seconde, on va dire à nos parents, comme ils ont déjà compris, comme tout le monde est déjà en maillot, et c'est là. Celui qui a échoué là, de manière malheureuse, de manière mauvaise, il ne va jamais accepter celui qui doit réussir, celui qui veut réussir, et celui qui cherche à réussir. Chers parents, ça c'est clair. Ils sont mauvais, ils ne vont jamais soutenir ce pays, ils ne vont jamais aimer les Ivoiriens, ils ne vont jamais aimer le président de la République. Parce que c'est le président de la République même là. Nous, on peut le laisser ça même. Parce que nous, on sait, entre eux là, ils ne mouillent pas président, ils le pétrissent, c'est le pourrier, et derrière, il a pitié de eux. Parce qu'ils cherchent à mourir martyrs. Et le président ne va pas les donner, on va les laisser. Ils vont tourner dans les sacs, ils vont sauter, ils vont danser. Mais nous, on dit, vos limites là, c'est là. Si vous passez, on va couper vos quais. Ça, c'est clair. Quand Babo quittait en Europe, à la pour aller en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a entendu? On va installer Babo, on va installer Babo. Ils ont dit ça. Babo est parti là. Côte d'Ivoire était trop grand pour lui. Il était perdu dans le jeu. Jusqu'à lui-même, il a dit qu'Abidjan est saturé. Et quand il partait dans son village où il n'a rien servi, où il allait assassiner les gens, où il a mis tout le monde en conflit, sinon Goudron, ça va s'arrêter et puis il pisse là-bas. Dieu merci, ce côté de Goudron là, ils sont allés désinfecter parce qu'on ne sait pas de quelle maladie ils sont, parce que lui, c'est un sauvage. C'est un sauvage de l'écrit. Il n'y a rien de bon dans lui. Donc, chers jeunes, nous on va vous dire, tenez bon, et dénoncez ce voyou, ce vaurien. Montrez-les que c'est nous, on a le pouvoir, c'est nous, on a l'argent, c'est nous, on a les biens, c'est nous, on cherche à aller devant, c'est nous, on cherche à développer ce pays-là. Et c'est nous qu'on a beaucoup de constructions au pays-là. Quand on dit allez-y, c'est vous, il n'y a rien chez vous. Abidjan, où il se trouve, dans les maisons où il se trouve pour nous dire cela, la maison là c'est pour qui? Il n'y a plus pas, c'est pour qui? On est c'est là. Babo ne serait pas sur la liste, ce n'est pas à négocier, parce que le pouvoir là, ça nous appartient, nous la population. Nous on s'en fout. Nous on dit, Babo ne serait pas sur la liste. Il doit faire face à la justice. Si le président a pitié de lui, ce qui est sûr, il ne serait pas sur la liste. Et celui qui veut s'hasarder, c'est notre terrain encore, on va couper vos quais. Ça c'est clair. Il aura 0 mort. Tous ceux qui sont désirés vont aller voter. Vous allez aller vous présenter, convaincre la population et proposer à la population. Et après ce vote-là, on va danser et on va fêter. C'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des violences, ça c'est terminé. Nous, on n'attend pas les autorités. Hein. Non, nous, on va se défendre. Parce qu'en 2020, on a trop fait confiance, mais vraiment, il y a eu des morts et qu'on regrette toujours ces morts-là. Trop, c'est trop. Chers parents, tenez bon. Dénoncez tout ce que vous allez voir à côté de vous qui est suspect. N'acceptez pas. Comment dire, la preuve. Ministre de la Défense, M. Ibrahim Ouattara, où il a fait le tour des casernes. Il allait voir nos soldats qui sont nos frères, nos sœurs, nos papas et nos mères. Il les a dit, soyez complices avec la population. Vous travaillez pour eux.
C'est leur jeton qui vous paie. C'est notre impôt qui les paie. Donc quand ils sont grands, c'est nous on les rend grands. Donc la vie, notre vie doit être protégée. Chers parents, toi jeune qui m'écoute, toi gros radicaux qui m'écoute, qui ne veut rien comprendre, faut dire la vérité. Entre toi et puis ton cœur là-bas. La Côte d'Ivoire est sécurisée ou pas? C'est sécurisé parce qu'on marque tout ce que vous allez mettre en place. Et nous sommes avec vous. On va aller jusqu'à la gare. Et vous ne dites rien d'un pays-là. Le pays-là vous dépasse. Le pays-là n'est plus à l'aide de discours. Le pays-là, il est à l'aide de concret. Papa Adola, lui, il ne parle pas. Mais partout en Côte d'Ivoire, autour, là, on le voit là-bas. Mais voilà, on le voit où? Même discours, là, mais il est devenu ridicule. Et vous, les militants, Abiba Touré, qui a en train de chanter la meilleure avocate de Babo. Guillaume Soro était son meilleur premier ministre de Babo. Des gars comme Guillaume Soro, qui sont meilleurs au temps de Babo. Et moi, je dis non. C'est des perdus, c'est des tarés. Ils n'ont rien appris, on ne les connaît même pas. On a besoin des hommes des valeurs, des hommes des paroles, des hommes qui peuvent défendre nos pays, des hommes qui cherchent à manger, donner à les Ivoiriens. C'est de ça qu'on a besoin. Éclairé pour finir rapidement, puisqu'on est plusieurs, je ne peux pas finir sans parler d'un bandit de Mali. Et Baningo Amadou là, là, il m'énerve. Baningo Amadou, nous on t'a dit, si tu étais féticheur, si tu étais marabout, il fallait te limiter dans ton pays au Mali, perdu, de nature, qui te pète. Vous ne réfléchissez même pas, vous ne savez même pas où vous allez, mais vous êtes dans un rêve que vous êtes perdu dedans. Et vous dites que c'est vous qui allez libérer l'Afrique. Vous êtes perdu. Hein? Malina, il n'y a plus rien. Vous ne voyez plus rien. Baningo, Amadou, on t'a dit, tous ceux qui vont s'attaquer au président de la République, on dit il y a Dieu dedans. Il ne va pas te répondre. Il n'a pas ton temps, il ne te connaît même pas. Oui, mais toi, vous avez vu, les petits malins t'insultent. On dit que tu es un blacro, on dit que tu es un cassabon, on dit que tu es un farasaba, on dit que tu es un bandit, on dit que tu es un escroc. Voilà ça, c'est détalé. Baningo de Mali, qui a rêvé sur la Côte d'Ivoire, pour dire qu'il aura coup d'État, il aura transition. Mais celui qu'on pense qu'il va faire transition, oh, c'est pas lui. Alors c'était Guillaume Soro lui a donné l'argent. Si Guillaume Soro t'a fait parler comme ça, là, lui-même il a fui le pays. Nous on s'en fout de toi, on s'en fout de ce Guillaume Soro. Et Mali là, il faut rêver sur Mali, il faut laisser la Côte d'Ivoire là. Et puis vous, qui vous disiez marabout, vous êtes plein en Côte d'Ivoire, chers parents de Côte d'Ivoire, chers autorités, tenez bon, et on vous dit, ils sont faits tous, ils sont actuellement en Côte d'Ivoire partout. Il faut que escroquer nos parents, parce qu'ils ne savent rien faire. Si ce n'est pas escroquerie, Philoman c'est eux, Atakabe c'est eux, Atakabori c'est eux. C'est là. On doit les surveiller de près, parce que c'est des bandits, ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent l'argent. Chers parents ivoiriens, mettons-nous au travail. C'est la seule solution que le président nous a donnée. Rien ne peut donner l'argent si tu n'es pas travaillé. Il n'y a pas un féticheur qui peut te faire riche. Sans que tu n'aies pas travaillé. Mais je vous dis, pour vivre mieux, pour pouvoir mieux t'occuper de ta famille, et pour travailler. Petit que tu as gagné là, Dieu va mettre la baraka dedans, et puis toi, mettre la différence là. Donc, comme on est beaucoup, je vais m'arrêter là, donner la parole à quelqu'un, éclairer, laisser à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup pour l'efficacité avec laquelle vous avez géré le débat. Et ce marabout ferait mieux de rêver au Mali pour voir comment ils vont libérer le nord du Mali et puis faire des élections pour que le Mali devienne un État fréquentable et respectable plutôt que de rêver sur la Côte d'Ivoire. Avant de donner la parole à la prochaine personne, il y a un de nos frères qui a posé 2 questions. Il a dit, éclaireur, quelle analyse faites-vous du déplacement du ministre de la Défense au forum de l'aéronautique à Paris? Cette question, la réponse est simple. C'est comme si on demande à un berger qu'est-ce qu'il va faire avec ses bœufs en brousse. Mais il va pour que ses bœufs puissent manger. Il est allé pour renforcer notre armée. Il est allé pour adapter le matériel militaire aux dernières générations. On ne va pas cacher ça, on va dire ça clairement aux gens. Parce que lui n'est pas un ministre plaisantin. Il fallait un TBO pour couper la queue de Soro Guillaume. J'aime coup d'état, j'ai fait attaque djihadiste. Mais quand on a mis TBO là, tout est propre, tranquille, pays là. Tu dors même, toi-même, tu te réveilles même, tu te dis, tu demandes il est quelle heure. C'est un vrai garçon qui a la tête.
Et nous saluons nos forces de défense et de sécurité qui sont en harmonie et qui font corps avec le ministre de la Défense. On ne peut pas demander mieux. Donc on est allé là, les dernières armes, on ne peut pas tout dire. On ne va pas tout dire aussi. Mais on reste dans l'aspect global des choses. Les armements, hey, provoquez-nous. C'est que vous n'avez jamais vu là. Bagouapé, Horde de Staline. Vous ne savez pas que Horde de Staline là, on a saboté. Depuis où ils ont payé là, ils ont saboté pour lui envoyer. Ça ne pouvait pas marcher. Ça aussi là, nous on savait. Mais les armes de dernière génération qu'on a payées là. Mais pourquoi djihadistes voient Côte d'Ivoire, au-delà rentre dans ses narines, on dirait, ils ont mis à 16 heures. Mais il est là, il regarde, il salive, mais il ne peut pas approcher. On va les nettoyer. La Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. Surtout avec un ministre de la Défense efficace et un ministre de l'Intérieur qui sait ce qu'il fait. Et vous avez posé une deuxième question qui est la suivante. Quel commentaire faites-vous de la visite du président Talon au président Alassane Ouattara avant de s'envoler pour le sommet de Paris avec Emmanuel Macron? Mais la vérité là, ça fait mal. Alassane Ouattara est le président des présidents. Il y a 54 pays en Afrique. Il est le président des 54 pays. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ça va te faire mal, mais ce n'est pas moi. Ton corps va chauffer là. Tu as Djokwadjo, ce n'est pas moi. C'est l'ensemble des chefs d'État même là qui s'est réuni, qui a dit on t'a donné le destin de l'Afrique jusqu'en 2063. Il faut venir me dire que ça c'est faux. Si tu me dis que ça c'est faux là, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas décidé. Quand tout le monde décide à la maison de confier le destin de la famille à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît en lui le leader. Donc, Alassane étant le président des présidents, c'est totalement normal que Patrick Talon puisse passer chez le président avant de se rendre là-bas. Parce que c'est que Emmanuel Macron que vous voyez même là, il a besoin de Alassane Ouattara. Et je vous ai donné un exemple. Il y a quelques années à Bouaké là, il est parti, quand on devait faire l'inauguration du marché là, il a laissé Emmanuel et puis il est parti à Abuja et puis il est revenu. Quand on est dans les rapports diplomatiques là, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Quand je dis ça ne se fait pas, quand tu as invité un président chez toi, tu dois être capable de rester là jusqu'à ce qu'il sorte. Mais posez-vous la question, pourquoi le président Ouattara a laissé Emmanuel Macron et puis il est parti traiter quelque chose et puis il est revenu? Ça veut dire, Emmanuel est venu pour lui dire, voilà, il y a quelque chose là, je ne peux pas, il faut aller régler. Et puis je suis là, je vais t'attendre. Là, quand tu vas venir me donner une nouvelle, là, je vais aller en France avec ça. Celui qui ne connaît pas la valeur des symboles ne saura pas respecter et comprendre les choses les plus importantes. Et donc, c'est totalement normal, ça peut faire mal, ça peut gêner. Mais quand ce que Dieu te donne là, personne ne peut t'arracher. Alassane Ouattara là, c'est pas qu'on lui fait des éloges, non. Il est déjà ce qu'il est. Même avant qu'il ne soit président de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que les chefs d'État allaient vers lui. Mais regardez quand les Arabes le prennent, ils s'en vont avec lui à l'intérieur de la Kaaba. Tu as vu combien de Noirs rentrés là-bas? Mais tu penses que c'est parce qu'il est beau ou bien que les gens l'aiment? C'est parce que ce que Dieu lui a donné là, son savoir et puis son savoir intellectuel, son savoir culturel et son savoir intellectuel. Tout ça c'est différent. Quand on met tout ça ensemble là, ça fait de lui quelqu'un qui est parmi les décideurs de ce monde. C'est ça la vraie réalité. Quand je dis même qu'il est président des présidents africains, c'est amusement. Il y a Manangwa qui a passé là-bas, non? Le président, comment on appelle, de la Rhodésie, qu'on appelle aujourd'hui, j'oublie le nom là. Rhodésie du Sud, Zimbabwe, voilà. Il y a combien de présidents qui ne passent pas chez Alassane Ouattara? Donc si l'autre va là, c'est pour la même raison. Parce que Dieu n'a pas doté tout le monde de la même force. Patrick Talon a ses compétences. C'est un bon président. Lui, il est dur. Si notre président Alassane Ouattara était dur comme lui contre les opposants, non, 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 non. On allait être trop heureux. Mais le président, lui, il est trop dans sa sagesse. Ça aussi, c'est pas mauvais, mais nous, on n'aime pas ça. Mais les compétences que Alassane Ouattara a, si tu veux être un homme qui ne fasse pas des erreurs stupides et puis après les regretter, là, il est mieux de venir prendre les conseils d'Alassane Ouattara. Là, quand tu vas aller parmi les blancs, là, tu sauras comment te comporter. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que lui connaît les blancs plus qu'Alassane Ouattara parmi les présidents africains. Là.
Donc là, souvenez-vous quand il a dit Alpha Condé, il dit, hey, il ne faut pas parler comme ça. Souvenez-vous, il y a des détails, les gens sautent. Non, les gens voient les événements défilent, mais il faut revenir au fait. Quand il a dit Alpha Condé, là, ce que tu es en train de faire, là, il ne faut pas faire. Il était, ah non, c'est panafricanisme, c'est comme ça. C'est moi, je suis devenu le Gangamba. Mais ce n'est pas dans l'affaire des Gangambaya, là, ils ont pris son propre neveu pour le balayer, 3 semaines après. Et s'il avait écouté le président Ouattara? Chacun connaît ce qu'il connaît. Si tu veux t'en sortir dans ce monde-là, que tu es un président africain, d'ailleurs même là, si le Obama, Emmanuel Macron appelle Ouattara et puis se plie devant lui là, c'est pas un président africain qui ne peut pas se plier devant Ouattara. Donc je crois peut-être avoir répondu à vos questions. Et donc là, on a maintenant affaire au Premier ministre et au roi du printemps. Je ne sais pas qui est disponible parmi les deux à pouvoir prendre la parole pour 10 minutes. Il n'y a pas de problème, Premier ministre. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ok. Donc, je vous laisse vos 10 minutes. Oh, le roi, vous êtes calmé là. Il est trop excité. Je ne comprends même pas même. Ne plus. Calmez le roi. Ok. En fait, je me promenais un peu tout à l'heure et puis il y a eu des opposants qui essayaient de récupérer l'histoire de l'augmentation de l'électricité. C'est vrai qu'on en a critiqué ici. Il faut leur dire qu'ils sont en retard. On en a critiqué ici, mais au moins, je dis que par un moment, quand les gens ne sont pas bien informés, quand les gens ne sont pas au parfum de l'information, c'est souvent compliqué. Donc je disais comme ça que la production d'électricité en Côte d'Ivoire se fait sur 3 phases. On a une première phase qu'on fait avec les énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole et gaz. On a une deuxième phase qui est avec nos barrages hydroélectriques. Et puis la troisième phase n'a pas encore bien donné, c'est le biomasse, avec les déchets et tout ça. Ça n'a pas encore donné. Donc ça se divise comme suit, c'est-à-dire avec le pétrole et puis le gaz, ça fait 70% de la production d'électricité. Avec nos barrages hydroélectriques, on a 29%. Et puis le biomasse, là, on a un petit pourcent seulement. Donc, voilà un peu comment on produit l'électricité. Maintenant, quand on va entrer dans les détails, vous parlez un peu de l'augmentation, c'est-à-dire, depuis le premier trimestre de 2022, l'État a subventionné les produits pétroliers à hauteur de 700 milliards. C'est pourquoi, même quand le coût du baril était à plus de 100 $, tu vois qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas râlé pour le prix du carburant. Tu vois, parce que l'État subventionnait. Mais arrivé un moment, comment on appelle ça, il n'y a pas de banque magique. Hein. Arrivé un moment, chacun doit mettre la main à la pâte. Donc, quand il parle de subvention de produits pétroliers, ce que je t'ai dit ici tout à l'heure, que la production du gaz dans les centrales thermiques qu'on a se fait à base de pétrole et de gaz, de l'électricité, pardon, dans les centrales, se fait à base de pétrole et de gaz. Donc ça veut dire qu'eux aussi, ils avaient bénéficié de cette subvention-là. Mais arrivé un moment, c'est-à-dire depuis février 2023, là, la subvention de l'État s'est arrêtée. Quand la subvention de l'État s'arrête, automatiquement, les prix doivent sensiblement augmenter. Ça, il n'y a pas de mode magique. Voilà, l'argent en prend quelque part et puis on subventionne. Vous ne pouvez pas que les populations voient leur pouvoir d'achat, comment on appelle ça, diminuer. Mais arrivé un moment, ça s'arrête et puis tout le monde met la main à la pâte. Maintenant, on a ciblé près de 400 000 abonnés. C'est pour dire qu'on ne peut pas attaquer les ménages tout de suite. Bien que ça va se répercuter sur les ménages, mais de manière différente. Bon, après tout, les moyens de financement d'un État et d'éclairage, c'est du CN, c'est les impôts et puis la dette. C'est-à-dire un État qui se respecte, ne brigande pas ses populations, ne braque pas ses populations, ne braque pas les bonnes. On lève l'impôt, comme chez nous, c'est difficile de lever l'impôt. On fait de la dette. Mais pour des projets qui sont sûrs et certains, qui peuvent bénéficier à l'ensemble de la population.
Et je disais comme ça que lorsqu'on a des projets d'infrastructure, parce qu'il y a un projet de construction de ponts et d'échangeurs en cours depuis 2021, quand on a des projets d'infrastructure, par exemple, en cours, il faut lever les fonds, il faut trouver l'argent pour le faire, pour réduire le coût. Je prends l'exemple du pont de Jacquesville. Quand l'idée a été foncée en 80 par Philippe Yassé, en 85, le pont devait coûter 1 milliard. Mais ils ne l'ont pas fait, et le pont nous est revenu à près de 15 milliards, peut-être 20 ans, en 2009-2010. Il a dit, plusieurs années plus tard, le pont est devenu plus cher, Donc, lorsqu'il y a des idées d'infrastructure, l'État est obligé de se financer par la dette pour que les infrastructures nous reviennent moins chères. Sinon, si on reset au 40 grec, on n'aura rien. On va se retrouver comme dans des pays comme le Cameroun. Et ça fait plus de 40 ans, ils ont le même type d'État, mais ils n'ont pas assez d'infrastructures. Donc, je voulais aussi dire ça à les opposants, je voulais dire que, bon, si l'État décide d'augmenter l'électricité, voilà comment ça se fait, que, voilà pourquoi l'augmentation se fait. Nous-mêmes, là, ça ne nous plaît pas. Parce qu'on sait que tout le monde va raquer, tout le monde va payer. Mais après, c'est pas pour autant qu'on va jeter, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. L'État a fait sa part. 700 milliards, c'est de la subvention que l'État a fait pour ne pas que les gens sentent que c'est compliqué. Bon, nous, ici, la plupart du temps, on ne défend pas l'État. Bien au contraire, on essaie de décider la petite bête pour la critiquer. Mais quand ils font quelque chose de bien, il faut qu'on ait aussi le courage de le dire. Donc, je tenais à juste regarder un peu cette histoire d'augmentation de l'électricité par rapport à la production et tout ça. Et donc, c'est de ça que je voulais parler cet après-midi. Maintenant, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, pas grand-chose. Effectivement, si tu as vu que la dernière fois je suis sorti et j'ai titillé le gouvernement, il y a toujours une raison derrière. Hein. Ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est leur manque de communication. Voyez-vous, la décision n'est pas venue illico presto ou ex nihilo, si on veut le dire. Ils auraient pu préparer les esprits et informer intensivement les gens avant de venir. Bon, le 1er juin, on va augmenter les prix. Et ça, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas. Sinon, effectivement, qu'on le veuille ou pas, le monde ne sera plus facile. Ça, il faudrait que nous tous on s'habitue à ça. Le monde là, ça ne sera plus facile comme avant. Les ressources naturelles sont en train de diminuer. Ce qu'on est en train de vous dire là, la décision là, moi-même, même jusqu'à demain, ça ne me plaît pas. Quand tu n'aimes pas quelque chose là, tu vas dire que tu n'acceptes pas, mais tu ne peux rien faire. Mais au moins, on a la chance d'avoir un gouvernement responsable qui sait ce qu'il fait et qui pourra trouver des solutions alternatives. Ça, au moins, on peut espérer à cela. Et au moins, là, la meilleure critique serait qu'on propose des solutions. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ici, en disant, par exemple, qu'on aurait pu prélever sur les TVA, ou bien qu'on aurait pu prendre d'autres... Vous allez m'excuser. Et donc, voilà autant de solutions qu'on aurait pu proposer. Donc, j'allais m'arrêter là pour passer la parole peut-être au roi du printemps en 10 minutes. Vu qu'on est extrêmement pris par le temps, il nous reste pratiquement 20 minutes. Donc, si vous le permettez, on va laisser 10 minutes au roi du printemps. Et je crois aussi qu'il y a Yann qui s'est ajouté. On va aussi offrir les 10 dernières minutes et puis faire la conclusion. Vraiment, merci infiniment à vous. Et donc, le roi, vous en avez pour 10 minutes. Le roi du printemps est là? Ok. Si le roi n'est pas là, on va passer à Yann. Allô? Ok, Yann. Donc, vous avez les 10 minutes. Comment allez-vous? Oui, moi, ça va très bien, donc. Et toi? Oui, ça va. Grâce à Dieu, ça va. D'accord. J'étais en train d'écouter religieusement l'émission. Quand tu as commencé à parler du vieux, ça m'a tellement touché que j'ai dit il faut quand même que j'apporte mon petit grain de sel concernant le grand maître. Vraiment, je pense qu'on ne fera jamais la chance que nous avons d'avoir ce grand homme-là au pouvoir. Vraiment, on ne mesurera jamais ça vraiment
sa capacité et vraiment son savoir-faire. Et que nous, tout ce que nous, on lui demande, c'est vraiment de se préparer. Parce que nous avons encore besoin de lui. Et nous avons vraiment besoin de lui pour que vraiment son coach sportif, son coach personnel essaie vraiment de le bien le remettre vraiment au point pour 2025. Parce que tu viens de dire quelque chose de très important. Le monde change. Qu'on le veuille ou pas, le monde change. Le Premier ministre a dit les choses qui coûtaient à l'époque 1000 francs, aujourd'hui ces choses coûtent 3000 francs. Il y a une inflation galopante dans tous les domaines. Nous, on le vit ici, partout. Bon, et quand on voit que ce grand homme-là, à travers sa connaissance du monde, à travers sa connaissance des êtres humains, et surtout à travers son travail et son intelligence, arrive quand même à maintenir la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est citée en exemple. La dernière fois, j'ai regardé Arte, c'est une émission que j'aime beaucoup, le dessus des cartes. La Côte d'Ivoire est le pays qui, pendant la COVID-19, a pu maintenir son niveau de développement. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde à le faire. Vous pouvez regarder ça, vous pouvez vous renseigner chercher la source, c'est l'émission Arte, les dessus des cartes. C'est pour vous dire tellement que ce monsieur-là est grand, tellement que ce monsieur-là est fort, tellement que ce monsieur-là, il est convoité, il est vraiment recherché comme une perle à travers le monde entier. Tout le monde entier a besoin du président Alassane Ouattara, sauf le nègre, sauf les PPADP, sauf les Daou-chrétiens, qui, eux, ne peuvent pas trouver en eux-mêmes la force morale de dire, écoutons, laissons ce monsieur-là travailler parce qu'il travaille pour le peuple ivoirien. Il travaille pour le peuple ivoirien, il travaille pour toute l'Afrique, il travaille pour l'humanité. Donc, quand cela ne tienne, nous, on sait ce qu'il vaut. Parce que dans la vie, c'est comme ça. On ne fait jamais l'unanimité. Personne n'a fait l'unanimité. Mais les hommes intelligents, les hommes éclairés, les hommes humbles, les hommes qui profondément ont de l'amour pour leur prochain, qui ont de l'humanité pour leur prochain, connaissent la valeur de ce monsieur-là. Prions Dieu pour qu'il soit vraiment en bonne santé et qu'en 2025, il soit notre candidat et qu'en 2030, il soit notre candidat et qu'en 2035, il soit notre candidat. Prions Dieu qu'il ait cette longévité-là. Pour revenir un peu au contentieux électoral, il n'y a pas de contentieux électoral. Il n'y a pas de problème avec la CEI. La CEI n'est pas une instance juridique. La CEI est une organisation, la CEI est une instance qui organise les élections. Et à ce niveau-là, elle fait de son mieux avec à sa tête le grand homme, M. Koulibaly Kubier, à qui je dis vraiment tous mes respects, qui montre que c'est un homme de droit et qui est là pour le respect scrupuleux de la loi. Donc, tout ce qu'on pourra dire, c'est il faut s'adresser à la justice. Et l'ex-boucher, l'ex-dictateur, a lui-même nous a donné l'exemple quand il était au pouvoir. Il a dit qu'il ne se mêlera pas de tout ce qui est justice. Les pouvoirs sont bien séparés, nous sommes en République. Nous sommes, c'est vrai, dans un régime présidentiel, mais les pouvoirs sont séparés. Le judiciaire est séparé de l'exécutif, qui est séparé après de l'autre pouvoir, là, le pouvoir constitutionnel, tout ça, tout est séparé. Donc, respectons cela pour une fois et essayons de montrer que notre pays s'adapte aux règles internationales, notre pays s'adapte, notre pays respecte les lois que lui-même il s'est données. C'est très important. Mais quand on parle du pays, là, c'est des hommes
qui font le pays. C'est les hommes qui font la destinée du pays. Le pays lui-même, là, il ne peut pas faire sa propre destinée. Le pays, c'est un paysage. Un pays est constitué de plusieurs pays. Voilà. On peut parler du pays Sénoufo, le pays Malais, le pays Krou, le pays Akan, mais tout ça là, on est plusieurs pays qui forment une république. Nous sommes dans une république. Donc, par conséquent, les règles de la république doivent être pour une fois respectées. Les deals politiques ne nous ont jamais arrangés. Les deals politiques ne nous ont jamais permis d'avancer parce que ça reste des deals, ça reste des compromissions, ça reste des petits arrangements qui sont toujours, qui accouchent toujours de situations très, très, très dramatiques, qui accouchent toujours de situations très, 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 très fatales. Vous voyez? Et cette tragédie-là doit prendre fin. Cette tragédie-là doit prendre fin. Et nous devons aujourd'hui essayer de comprendre que notre grand président doit aujourd'hui mettre la Côte d'Ivoire sur orbite. La Côte d'Ivoire de 2030, la Côte d'Ivoire de 2040, préparer le pays là pour nos enfants et pour nos arrière-enfants. Moi, je le dis, je ne pense pas que je ne suis pas un lanceur de courrier, mais dans 10-15 ans, ces personnalités-là, on parlera d'eux au passé, sauf le président Ouattara, qui lui vivra même à travers son esprit, comme Oufo-Boigny vit aujourd'hui en nous. Vous voyez, c'est ça. Quand on parle de l'oufoutisme, c'est la continuité de l'oufou. Mais est-ce que l'oufou est là? L'oufou n'est pas là. L'allassanisme, le RDR continuera à vivre. Les combattants continueront à vivre. Il y a des personnes qui, qu'on le veuille ou pas, qui continuent de vivre en nous, qui ont marqué leur époque et qui continueront à travers leur politique. Mais est-ce qu'on pourra bien se rappeler, qu'est-ce qu'on pourra bien mettre comme ça en face de nous de la politique de Boulanger? C'est un contestataire. C'est quelqu'un qui va de revendication à revendication, un opposant pour la simple forme de s'opposer. C'est quelqu'un qui conteste tout, mais en même temps qui n'assume jamais sa part de responsabilité. Voilà. C'est quelqu'un qui est venu de façon calamiteuse et qui est parti de façon calamiteuse. C'est pas un grand homme de l'histoire. Même un simple conflit sous-régional, on ne peut pas l'appeler pour aller régler. Même en Côte d'Ivoire ici, on lui a déjà fait appel pour régler quel conflit communautaire. Vous voyez, des gens comme ça, c'est des petits hommes. Et quand on a un grand homme qui est une école, je le dis souvent, un grand homme, le président Ouattara, c'est une école. Mais comment est-ce que vous croyez que ce monsieur-là, il doit être dorloté, il doit être choyé, il doit être vraiment, on doit le laisser nous accoucher, que son esprit accouche encore de très bonnes idées, des brillantes idées, de telle sorte que nous puissions vraiment apprendre auprès de lui. C'est ce que j'aimerais dire. Et que il faut que nous restons sereins. Pourquoi je le dis? Parce que au niveau aussi de la sécurité, il y a un grand travail qui est fait. Je salue tous ceux qui s'occupent de cette sécurité-là. Tous ceux qui croient que c'est en essayant de renverser, c'est-à-dire qu'ils veulent arriver au pouvoir, au lieu de réfléchir à la Côte d'Ivoire de demain, de voir les failles de ce gouvernement pour pouvoir tirer vraiment profit de cela. Qui pensent que d'après eux-mêmes, on va tout niamer et puis on va venir s'asseoir pour faire encore réconciliation, Marcoussi 1, Marcoussi 2, Lomé, tout ça là. Ça, c'est fini, hein. Ça, c'est fini. Nous sommes dans l'ère de l'Internet. Oui. Mais c'est du fromage. Excusez-moi. Nous sommes à l'ère nous sommes à l'ère de l'Internet. Nous sommes à l'ère vraiment du développement. Il va falloir que nous comprenions qu'aujourd'hui, là, on ne peut plus se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc, les coups d'état-man, tous ceux qui sont en train de peaufiner leur stratégie dans l'ombre, là, ça ne sert à rien. Revenez dans la République, asseyez-vous, réfléchissez, essayez de vous donner
de vous former. Je ne sais pas moi, je pense que vous êtes soi-disant des intellectuels, même si à part la gestion du pouvoir calamiteux que vous avez eu, personne n'a été appelé à l'international. Personne. Le président Ouattara, quand il a fini son rôle de Premier ministre, il a été appelé à l'international. Voyez, mais essayez de faire vos preuves aussi à l'international. Bon, malheureusement, on tombe sur des personnes qui ne sont pas capables de nous aider à avancer dans le pays, à trouver des idées. Voyez, à chaque fois que ces opposants-là parlent, c'est de la contestation. Ils parlent que de contestation. Ils contestent tout et n'importe quoi. Mais tout ça, vous sortez les enfants des autres comment ils s'appellent, dans la rue. Pendant ce temps, eux, leurs enfants sont assis tranquillement en train de faire les études. Moi, je me rappelle en 2020, pendant que l'autre là, Afingessa était en train de faire sortir les enfants des gens, mais lui, ses enfants, ils faisaient la fête en Chine. On a vu ces images-là. Donc, du coup, voilà un peu ce que j'aimerais dire, mon grand. Donc, pour finir, simplement pour dire que nous devons vraiment prier pour le président et ses opposants-là. Voilà. Moi, je ne leur donne même pas. En tout cas, s'ils peuvent nous foutre la paix même pour partir vraiment se reposer, outre-tombe, tant mieux, quoi. Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Merci, mon grand. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Je salue toute la classe. Merci infiniment, Yann, pour ce cours magistral. Et surtout, tu as dit quelque chose qui vaut son pesant d'or. En réalité, pour connaître la valeur d'un homme, ce n'est pas seulement sur un champ spécifique. Un homme doit avoir quelques qualités. Laurent Gbagbo est fort, il est comme ça. Mais on ne peut même pas le prendre pour aller finir par là entre un monsieur et sa femme. Les vrais hommes qui ont de la vraie valeur, là, qui ont étudié, et puis leur étude, là, ça les a servis. Là. Même s'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, là, les gens courent derrière eux. Mais dans tout votre FPI, dans toute votre opposition, Gbagbo, Bédié, tout. Il y a quel pays, même la Somalie ne veut même pas que vous mettez vos bouches dans vos problèmes. Tellement vous n'êtes rien. Mais c'est malheureux pour ceux qui ne comprennent pas cela. Et donc, mesdames et messieurs, on va vraiment vers la fin de l'émission. Et si le roi du printemps est là, on va lui accorder les 10 minutes. Le roi du printemps est avec nous? Ok. Il me semble que le roi ne soit plus avec nous. Allô? Allô, le roi? Oui, excusez-moi, comme je t'ai dit, l'éclairage dans le message, c'est ça, quoi. Ok. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on va vous accorder 10 minutes. Voilà. Je sais qu'on est en retard. Et bonjour, bonsoir à tout le monde. Et bonjour à tous les élèves de la classe. Et on ne finira jamais de leur dire merci et pour tout le travail qu'ils font en arrière-plan et même mettre les cœurs et puis bon, sécuriser le direct et les commentaires. Merci beaucoup. Éclairé, hier, je devais me prononcer sur le cas de Nyamien Kona, mais c'est trouvé qu'on n'avait plus trop le temps. Et aujourd'hui, je vais me prononcer sur ce cas-là, parce que ce que nous avons vécu ici en Côte d'Ivoire, et j'ai l'impression que certaines personnes se plaisent dans cette situation, ils veulent toujours voir la Côte d'Ivoire dans les problèmes, et à chaque fois, il faut qu'on ait ce genre de situation qui vont toujours nous entraîner dans des morts. Mais il faut leur rappeler que cette Côte d'Ivoire-là est révolue et qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire où chacun doit jouer son rôle pour qu'on ait une paix définitive. Nyamien Kona, dans son message, il a dit comme ça que c'était fini et qu'un Koné ne serait plus jamais maire de Bouaké. Et que c'est la rébellion qui a fait que Fani, on a eu un Fani comme maire de Bouaké. Mais il faut rappeler aussi à Nyamien Kona que la rébellion n'a pas fait de Fani de maire de Bouaké. Fani a été élu en 2001. Bien avant que la rébellion ne se déclenche en 2002. Mais le fait de dire qu'il n'y aura pas de Koné à la mairie de Bouaké, n'est-ce pas, Nyamien Kona n'est pas en train de nous dire qu'ils ont déjà planifié
de tuer les nordistes, qu'ils ont déjà mis leur plan commun, de tout faire pour créer encore une autre guerre et voire même essayer de voir si on peut exterminer, je vais dire, le peuple du Nord. Mais moi, je vais dire à Niamey Kona que ce qu'il dit là, un Koné sera maire de Bouaké, après ce Koné là, un Cissé sera maire de Bouaké. Après le Cissé, un Koulibaly sera maire de Bouaké. Après le Koulibaly, un Ouattara sera maire de Bouaké. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, en fait, quand nous on parle ici, et puis les gens viennent nous dire que ce que nous disons, ça n'a pas de sens. Moi, je suis tenté parfois de me poser la question, est-ce que ceux qui viennent nous taxer comme ça, est-ce qu'ils sont réellement en Côte d'Ivoire, ou encore, même s'ils sont en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont été victimes de ce que nous sommes en train de parler? Regardez le cas de Lida Kwasi Moïse. On a vu Lida Kwasi Moïse lors des élections législatives. Quand Kouyaté, Youssouf, Kouyaté, le candidat du RDR, du RADP, qui avait été choisi, mais on a tous vu les propos de Lida Kwasi Moïse, qui ne s'est même pas caché en disant ses propos. Et il dit que Kouyaté n'a qu'à aller être député chez lui. Mais vous voyez là où les gens veulent nous envoyer. Odette Loriot, pareil. Et bien avant même qu'on en arrive là, on a vu aussi Bleu Goudé dans l'une de ses anciennes vidéos qui a dit les mêmes choses. Mais n'est-ce pas le prolongement de, comment on appelle, de ce que Bleu Goudé a dit, qui est en train de ressortir? Mais si tel est le cas, nous on va leur dire que s'il y a quelqu'un qui n'a pas peur de l'affrontement ici, c'est bien le peuple du Nord. Moi je pèse bien mes mots. Et moi je parle sans arrière-pensée. Je pèse bien mes mots. Si on nous laisse, parce que moi c'est un petit nordiste, il n'y a pas de mélange à moi. Si on nous laisse avec ceux-là, les Ivoiriens là, on nous a dit de nous battre. Mais ceux-là, ils ne vont pas nous suffire. Ils ne vont même pas nous suffire. Parce que nous sommes tous les descendants de Sundiata. Donc nous, on n'a pas peur de palabres. Mais pourquoi le peuple du Nord ne s'est pas engagé dans cette voie? Parce qu'un pays ne peut pas se développer dans la violence. Nous, on ne s'est pas inscrit dans cette logique-là, dans le seul but de préserver la paix en Côte d'Ivoire. Mais comme vous ne voulez pas la paix, et que vous voulez toujours ressasser le passé, nous, on va vous accompagner dans ça. Il faut que ça éclaire, après tu coupes cette partie-là et puis tu mets ça. Nous, on va vous accompagner dans ça. Mais toi, Niamey Kona, ton fait d'âme en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Qu'est-ce que toi, tu as pu réaliser en Côte d'Ivoire? Et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que la réponse que les populations de Lakota ont donnée à Lida Kwasi Moïse, et je crois qu'il a compris la leçon. Et quand il dit que, parce que quand les gens comment on appelle, commencent à parler de ce discours-là, mais c'est dans le seul but de faire détester les candidats du Nord, comment on appelle, à leur peuple, ou bien encore, comment on appelle, à leur ethnie. C'est le sens qu'elle a. Mais il s'est trouvé que quand Lida Kwasi Moïse a fini, mais ceux-mêmes qui devaient le voter là, les hommes épris de paix, les guidas épris de paix, ont décidé de laisser tomber Lida Kwasi Moïse. Parce que Lida Kwasi Moïse est une source de conflit pour le peuple Dida. Et c'est la même chose que Niamey Kona est une source de conflit pour le peuple baoulé de Botro. Je crois qu'il était de Botro, bien Botro, je ne sais pas. Donc quand vous voyez des personnes comme ça, c'est des gens qui ne méritent même plus d'être dans la politique ivoirienne. Il faut faire tout pour les écarter. Sinon, on a vu tout ici. Et les choses que tu étais en train de dire ici. Mais nous tous, on est passés par là. Moi-même qui vous parle, quand la rébellion a déclenché, parce que moi, je fréquentais à moi, mais quand la rébellion a déclenché, nous nous sommes retrouvés en vacances à Korogo.
Et au moment où on s'apprêtait à aller à l'école, la rébellion a déclenché. Du coup, on ne pouvait plus retourner dans nos anciens lieux pour aller reprendre les cours, puisque moi avait été pris. Et donc, ça fait de cette zone-là, qu'on appelait, comme on appelle, les zones assiégées. Donc, du coup, on est resté là, à Korogo. On a fait une année, on n'est pas parti à l'école. La deuxième année qui a suivi, disons, nous on est repartis, mais quand on est reparti, la crise s'était un peu calmée, on est reparti à Mans, mais après, ça chauffait, on a dû marcher de Mans à Séguéla. Je dis bien de Mans à Séguéla. De Séguéla, on s'est retrouvé à Vavois et puis maintenant, on est rentré à Korogo. On ne pouvait plus partir, on est resté là-bas, la rébellion ne finissait pas, on est resté. Donc, ça nous a permis d'aider les parents dans les travaux champêtres. Maintenant, la rentrée prochaine, l'État nous réaffecte. Je me retrouve à Bondoukou, au lycée de Bondoukou. Mais au lycée de Bondoukou, nous qui étions des déplacés, parce que c'est comme ça qu'on nous appelait des déplacés. Et on était vus comme des extraterrestres, on était vus comme des sous-hommes, et on était vus comme des criminels. À tel enseigne que, quand je suis arrivé, je n'avais même pas de tuteur. Et quand tes parents font du bien, tu recolles toujours le bien dans ta vie. Et c'est comme ça, j'ai été accueilli par comment on appelle, par le proviseur, qui lui aussi était du Nord. Il m'a accueilli. Et il a accueilli beaucoup de personnes. Et après, je me suis retrouvé encore chez un autre tuteur qui allait me chercher, qui allait demander pardon au proviseur de me laisser parce que mon ami qui était avec moi, à l'époque, je partais l'aider à travailler. Quand il n'y avait rien, je partais l'aider. Et ce tuteur-là, son tuteur est tombé, en tout cas, il a admiré mon courage. C'est comme ça, il allait demander le proviseur de me libérer. Je vais aller rester avec lui. Je suis donc parti rester avec comme on appelle mon ami, chez son tuteur. Mais il y a le dictateur qui était là, il s'appelait M. Plango. C'était Baoulé. Il n'aimait pas les nordistes. Et il nous le faisait savoir. Il nous détestait. Lui-même, il te voit comme ça, et puis il t'insulte, et puis il te dit que tu es rebelle. Que nous, on a créé notre rébellion, et puis on est venu chez les gens. On n'a qu'à retrouver comment on appelle, dans nos zones. M. Plango. Et à chaque fois, quand il me voyait, il répétait les mêmes choses. Et à tel enseigne, parce que quand on finissait les devoirs, j'étais chef de classe, je partais déposer les choses dans son bureau. Et une fois, il m'a appelé, je suis allé déposer le cahier, il n'était pas là, et quand il est arrivé, il a vu là où je devais déposer le cahier, je ne connaissais pas l'endroit, donc j'ai dû déposer ça sur sa table. Il arrive, il demande qui a déposé le cahier, on lui dit c'est moi. Il m'appelle, et dès que je rentre dans son bureau, il a commencé à me traiter de tous les noms. Il m'a même traité d'étranger. Mais éclairé, je t'assure que moi, je n'ai pas pu supporter et je l'ai insulté. Et je lui ai dit que moi, je suis fier d'être étranger, je suis fier d'être, comment on appelle, nordiste. Et moi, s'il n'arrête pas de me stigmatiser, moi, je vais faire rapport sur lui, sur le proviseur. Je vais faire rapport sur lui, sur le proviseur. Et quand il finit, je vais sortir de son bureau, il me dit, petit chien. Voilà le mot qu'il a dit. Et quand il a dit ça, je me suis retrouvé, j'avais, comment on appelle, mon cahier dans ma main, je l'ai lapidé le cahier. Je dis bien l'éducateur, parce que je n'accepte pas qu'on marche sur moi, parce que je suis nordiste. Le nordiste aussi, il a le mérite d'être ivoirien et d'aller partout où il veut. C'est comme ça, je suis allé dire ça au proviseur. Et quand le proviseur l'a appelé, il a voulu nier, il y avait quelqu'un qui était là. La personne a dit oui que c'est vrai, ce qu'il a fait, c'est vrai. C'est comme ça, le proviseur l'a traduit et il l'a affecté. Ils l'ont chassé de Bondoukou. Donc c'est pour dire que dans ce pays-là, il y a des gens qui pensent que c'est eux seulement qui ont droit, comme on appelle, à la vie en Côte d'Ivoire. Et nous autres là qui viennent du Nord là, nous sommes des sous-hommes. Mais ça, c'est terminé. Et je l'ai dit, si on nous dit de nous battre là, vous ne pouvez pas avec nous. Vous ne pouvez pas avec nous. Donc ce qu'ils sont en train de faire, nous on est là et puis on les regarde. Quand on a fini ça, je me suis retrouvé à Daloa. Mais ceux qui connaissent bien le tronçon,
comme on appelle, Séguéla va voir Daloa, sans à l'époque les barrières qui étaient là-bas. Quand vous sortez de Vavois, il y avait ce qu'on appelait la zone tampon. Et il y avait, comment on appelle, la barrière qui était là, entre les loyalistes, à l'époque, c'est comme ça on les appelait, et les rebelles. Mais là-bas, là, le corridor qui était là-bas, qu'ils avaient mis là-bas, mais c'était composé essentiellement des nordistes. Je dis bien des nordistes, mais leur chef là, il n'était pas nordiste. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont dit que ce sont les nordistes qui ont créé la rébellion. Donc quand il y a casse comme ça, ce sont les nordistes qu'on met devant, parce que quand ça commence, ils n'ont qu'à les tuer. Mais ce qu'on a vu là-bas, ce n'était pas du jeu. On quitte Daloa, je devais revenir à Korogo. On arrive là-bas, il y a une femme qui fait le commerce du savon Kawakourou, qui prenait le savon Kawakourou à Daloa pour aller le vendre à Korogo. Mais qu'est-ce que la femme-là n'a pas subi le jour où les gens nous ont arrêtés? Mais tout le savon de la femme est resté là-bas. Son argent de commerce est resté là-bas. Et on t'arrête, on te dit de dire que tu es rebelle. Tant que tu ne dis pas que tu es rebelle, tu ne passes pas. Et c'est dans ça on est resté. Heureusement pour moi, celui qui était là-bas le jour-là, le chef, parce que le chef là n'était pas là, c'était un Senfo. Et je vous assure que c'est ce qui nous a sauvés ce jour-là. Il nous a demandé en Senfo qui sait parler le Senfo, qui peut parler le Senfo. C'est là moi j'ai levé mon doigt et j'ai parlé. Il m'a dit de passer en Senfo, je suis passé. Et toutes les personnes qui savaient parler le Senfo ont eu en tout cas la vie sauve grâce à ce monsieur. Monsieur aussi qui ne savait pas parler le Senfo et qui disait qu'il était Senfo, il nous a sauvés. Mais quand on a vu ça là, mais éclairé, voilà pourquoi on dit celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas les mêmes manières de courir. Mais nous sommes en train de rappeler les faits pour dire aux gens que ce ne sont pas des faits inventés. Nous avons vécu ces faits-là en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui a envoyé la rébellion? Mais c'est les mêmes propos comment on appelle, des Lida Kwasi Moïse, comment on appelle, des Nyamnya Kona, des Blé Goudé et des Odette Lorion. Et j'en passe. Mais pourquoi on va s'asseoir pour les regarder? Voilà pourquoi nous disons ici, Laurent Gbagbo ne doit pas bénéficier de l'amnistie et on va voir ce qui va se passer. Si on va tout gâter une fois pour de bon, et on va se respecter, ça n'encadre comme ça. Ils sont qui dans ce pays-là? Ils sont qui? Ils sont qui? Si on prend, comme on appelle, l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils sont venus trouver le peuple du Nord ici. Il faut qu'on se répète. Plus jamais nous on va s'asseoir pour regarder cela. Et je l'ai dit, le temps où le président va venir, le président même n'aura même pas le temps de dire que non, allez-y à l'apaisement. Il n'aura plus ce temps-là. On l'a assez respecté, il n'aura plus ce temps. Le temps qu'il va venir dire, on a fini avec tout le PPACI. Aucun militant du RSDP ne doit mourir. C'est le PPACI là, ce sont ces militants-là qui doivent mourir. Parce que nous, là, nous, on a été trop tués. On a eu trop de choses. Donc maintenant, là, le temps est venu que le PPACI là, qui veut créer la crise là, que les militants du PPACI meurent aussi. Et nous, on va pas bouder ce plaisir-là. De toute façon, on ne va pas bouder ce plaisir-là pour nous tuer là. C'est comme ça aussi, on ne va pas bouder le plaisir pour leur faire du mal aussi. À un moment donné, ça suffit. Oui. Laurent Gbagbo a dit ici, quand tu prends l'épée, moi je prends une épée et on se bat. Donc l'épée que vous allez prendre là, nous on a déjà pris nos épées. On a pris nos épées parce que tout ce que nous on a vécu là, ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Ce que je suis en train de dire là, quelqu'un qui n'a pas vécu des choses comme ça ne peut pas venir parler comme moi. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire, j'ai vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver la paix. On va faire plaisir à des criminels et puis on va sacrifier cette paix. Au nom de quoi? Laurent Gbagbo n'est pas au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Et lui-même, il avait dit au forum de la réconciliation que les amis du RDR vont compter sur lui, qu'il va faire entorse à la loi pour leur faire plaisir. Et nous disons à Laurent Gbagbo, c'est bien, nous on est d'accord avec toi. Le président Alassane Ouattara, parce que tu étais président, tu as dit que tu ne vas pas faire entorse. Le président Alassane Ouattara,
ne va pas faire entendre à la loi pour toi te faire plaisir. Il faut respecter la loi. C'est ce qui avait été fait. Donc ce que tu as dit, il faut assumer ça. Chacun doit assumer son passé. Quand tu as vécu quelque chose, il ne faudrait pas demain que tu viennes nier ça. Il faut assumer ça, Laurent Gbagbo. Tu nous as dit ça, mais je crois que tu dois assumer ton passé et de savoir qu'il y a une république avec des institutions. Les institutions travaillent de façon indépendante. Il est temps qu'on respecte les décisions de justice. On ne peut pas vouloir, comme on appelle, des institutions fortes et puis venir fouler et puis venir banaliser les décisions de ces institutions-là qu'on a vues fortes. Jamais. Il faut que ça s'arrête. Moi, je tiens à le dire ici clairement et clair que nous, on est prêts. Nous, on est prêts. Ceux qui veulent continuer de polir l'image de ces personnes-là, vous pouvez continuer à polir leur image. Mais quand ça va déclencher là, vous allez voir si la classe éclairée Pro Verito avait raison ou pas, vous allez voir. Non, on ne s'assoit pas dans nos salons pour venir parler. On ne s'assoit pas dans nos salons pour venir parler. Et donc, c'est clair et clair, il faut que les gens s'apprêtent. Et je l'ai toujours dit, un militant qui va se laisser surprendre dans ça, c'est que ce n'est pas un vrai militant. C'est que tu n'as pas vécu la crise de 2010. Si tu as vécu la crise de 2010, tu vas te préparer en conséquence. Parce que je l'ai dit, j'ai vu chien entre oui, avec, comment on appelle, la chair humaine. Au niveau de la carte internationale à Bogo, à Nokwa, j'ai vu ça de mes propres yeux. J'étais avec un ami, on partait donner à manger à un ami qui avait été pris par les fessiers, qui s'est retrouvé à la Maca, dans la crise. On a vu ça. Moi, je ne suis pas un mouton comme mouton. Moi, je suis un mouton éclairé. Le président, tu ne vas plus avoir ce temps-là de nous dire, de nous calmer. Tu ne vas plus avoir ce temps-là, c'est fini. C'est fini. Parce que toi, tu dis, on n'a qu'à se calmer, mais tu n'as jamais fait la justice. Mais pourquoi nous, on va se calmer, puis les gens vont toujours nous tuer? On ne peut plus faire ça, président. Il faut que ça soit clair. Si vous allez prendre vos responsabilités, prenez vos responsabilités. On ne veut pas d'amnistie ici. Et je dis, le jour où les députés là vont faire l'Assemblée va se couler sur vous là-bas. Si vous pensez que nous, on a matière, allez-y vous asseoir pour dire que vous allez faire amnistie. Vous allez voir ce qui est dedans. Tous ceux qui ont été tués par Laurent Gbagbo là, ce jour-là, vous allez voter amnistie là ensemble. Donc c'est clair. Et clair, le cas du Mali, j'ai terminé là. Le cas du Mali. Vous voyez, éclairer la politique, elle est profonde. Les Maliens qui ont crié, le référendum a eu lieu. Et même s'il y a une seule voix, le référendum a eu lieu. Ils disent qu'ils vont rejeter ces résultats. Mais le référendum a eu lieu. Comme tu le disais tantôt, ça veut dire que le peuple du Mali est d'accord avec Assimi Goïta, que Assimi Goïta doit modifier la constitution pour se présenter comme candidat et gagner les élections. Mais ce que les gens ne savent pas, aujourd'hui les gens pensent que Assimi Goïta il est en front avec les institutions internationales, même au niveau des finances, l'ONU et tout partout, avec certains pays. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce temps-là va passer. À partir du moment où le référendum est passé et que le oui l'a emporté, mais il faut croire que même si ça a été conflit, mais tout qu'on fait, il y a eu un résultat. Mais ce résultat-là, quand Assimi Goïta va modifier la constitution, qui va lui permettre d'être candidat, par la suite, s'il gagne les élections, les gens vont dire oui, les gens ne vont pas travailler avec lui. Les gens vont travailler avec Assimi Goïta pour la simple et bonne raison. Assimi Goïta ne va plus porter tri. Assimi Goïta va devenir un homme politique. Mais son nom qui a été sali, son nom, les crimes, tout ce qui a été comme sur Assimi Goïta va entreprendre. Parce que maintenant, il est devenu un civil. Il va entreprendre maintenant des démarches pour laver son nom, comme le disait Laurent Gbagbo. Il va entreprendre de bonnes collaborations pour laver son nom. Et pour essayer, en tout cas, il va mener une campagne diplomatique à travers le monde entier. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, il va chercher à les convaincre et il va les convaincre. Il va les convaincre. Mais quand il va finir de les convaincre, les gens vont lui donner l'argent. Et l'argent, Assimi Goïta va prendre. Et maintenant, c'est là, maintenant, il va montrer le feu au peuple du Mali. Donc, si vous pensez que non, il a fait le référendum, non. S'il gagne là, il va soigner ses relations
avec toutes les institutions, l'ONU, la Banque mondiale, et comme on appelle, le SFI, le FMI et l'Union européenne, il va avec tous les pays même qui n'étaient pas d'accord avec lui. Parce que même dans sa position-là, il y a beaucoup de pays, même beaucoup de puissants qui le soutiennent. Vous allez voir que Assimi Goïta va devenir plus fort, mais c'est le peuple malien qui aura perdu. Bonne soirée à chacun. Merci infiniment au roi du printemps. Merci à tous les intervenants. Et on a été vraiment pris par le temps. Je dis merci à tous ceux qui ont eu à intervenir. Demain, ce sera un autre jour. Demain, ça sera encore d'autres analyses. Je tiens à dire merci à chacun et à souhaiter une excellente soirée à tous. Et nous nous retrouvons demain. Merci. Merci beaucoup.